Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. C'est un vrai plaisir de retrouver Yves Lignon comme chaque dimanche en fin de matinée pour les clés du mystère. Yves, bonjour. Bonjour Frédéric. Très heureux d'écouter, de participer à vos histoires, que vous tous qui nous suivez sur Sud Radio, vous êtes vraiment très très nombreux à apprécier, on le sait, par les retours de mails, par Facebook aussi. Vous avez de plus en plus d'amis, Yves Lignon, je crois. Ah oui, le groupe Facebook marche bien et on s'en aperçoit aussi lors des conférences que je suis amené à donner de plus en plus souvent. On peut m'en demander. Je rappelle que je donne systématiquement les conférences au profit d'actions caritatives ou humanitaires. Très bien, il faut le préciser. Merci et bravo Yves, professeur Yves Lignon avec nous aujourd'hui, ce dimanche, pour évoquer une histoire de maison hantée. Et c'est même votre première histoire de maison hantée, votre première enquête. Oui, ça date du temps où j'étais jeune, pauvre et beau. Aujourd'hui, je suis quand même un peu moins pauvre, mais nettement moins jeune. Mais toujours aussi beau. Ça, je vous le laisse dire, Frédéric. Bon, donc c'est une histoire qui date de 1973. C'est une enquête menée avec la gendarmerie. J'ai été l'expert scientifique, mais il faut bien dire que tout le boulot a été fait par une brigade de gendarmes dans la petite ville où les événements se déroulaient, et que c'est un boulot, nous allons le voir tout au long de l'émission, d'une remarquable qualité. Si dans cette affaire dite de la machine, on peut parler véritablement de parapsychologie, on peut dire qu'on a eu affaire à un cas authentique de maison hantée, c'est grâce au travail remarquable des gendarmes et de leur chef, l'adjudant G. Ils ont eu toutes les idées, toutes les bonnes idées pour mener les investigations. On va peut-être rappeler, Yves, en préambule, ce qu'est véritablement une maison hantée. Est-ce que c'est une maison où on voit des fantômes avec des draps blancs ? Mais non. Ça, c'est une maison hantée pour cauchemar ou pour les productions de la Hammer avec Christopher Lee. Non, pour la science, une maison hantée, ça ne veut pas dire que ce soit un endroit où il est agréable de vivre pendant quelque temps. C'est un lieu, là vous allez voir, c'est un lieu d'habitation. Il y a deux familles qui y logent, et dans lequel se produisent des choses que la physique honnête réprouve. Les objets se déplacent, les murs tapent, et d'ailleurs, l'affaire de la machine, on l'a appelée le mur qui parle. Ah ouais. Mais il faut d'abord expliquer la machine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, c'est tout simple. La machine, c'est une petite ville de la Nièvre. Vous voyez, en Bourgogne, oui. Les Français ignorant la géographie, la Nièvre, c'était le département dont François Mitterrand était l'élu avant d'être président. Donc, c'est une petite ville dans la Nièvre qui comptait à l'époque 5000 habitants, donc vraiment pas grand monde. Et elle s'appelle comme cela parce que ce qu'on sait encore moins, ce qu'on connaît encore moins que la géographie physique, c'est la géographie économique. Eh bien, dans la Nièvre, au 19e siècle, il y a eu des mines de charbon. Quand on pense mines de charbon, on dit toujours le Nord, la Lorraine. Il y a eu des mines de charbon. Une énorme machine qui servait à extraire le charbon. Un petit village qui s'est créé autour et qui a pris pour nom la machine, tout bêtement. Et donc, de cette époque lointaine, il reste des maisons, les maisons qu'occupaient à l'époque les mineurs, qui aujourd'hui servent de logement à des gens qui travaillent à Nevers, ou même qui travaillent sur place. Et ces maisons, elles ont été divisées en deux, pour permettre de loger deux familles. C'est donc dans l'une d'entre elles que se sont déroulés les événements dont nous allons parler. Alors, on va dire qu'il y avait une famille A. C'était simplement un couple, le mari et l'épouse ayant dans toute la machine une réputation de mégère. Vous allez voir que c'est un détail important. Elle a une quarantaine d'années, mais plutôt acariâtre, se disputant avec tout le monde pour le moindre prétexte. Et dans l'autre logement, là aussi un couple d'une quarantaine d'années, mais beaucoup plus aimable, je les ai connus personnellement, et avec un garçon de 13 ans, prénommé Dominique, qu'on appelait Doudouche, un surnom de gamin. Et donc les deux familles n'étaient pas en très très bons termes.
elle peut-être à cause du caractère de Madame A. Ah oui. Donc elle cohabitait, puisqu'il n'y avait qu'une cloison qui les séparait, mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'elles s'entendaient bien. Et voilà qu'un jour, 5 novembre 1973, il est environ 21h, on a envoyé Dominique se coucher, bien entendu, parce que le lendemain, il va au collège. Et dans la cloison qui sépare les logements, on commence à entendre des coups sourds qui durent environ 10 minutes, d'après les procès-verbaux de la gendarmerie. En tout cas, moins d'un quart d'heure. Boum, boum, boum. C'est le début de l'affaire du mur qui parle. Que nous allons détailler ensemble dans un instant sur Sud Radio, dans la suite des Clés du Mystère. Merci, à tout de suite Yves. Une histoire de maison hantée ce dimanche sur Sud Radio dans les Clés du Mystère avec Yves Lignon. Nous sommes en Bourgogne dans un petit village qui s'appelle La Machine. Nous sommes dans une maison qui est partagée en 2 logements avec 2 familles. Et nous sommes le 5 novembre 1973, Yves Lignon, et un soir, des coups sourds, en tout cas des bruits bizarres résonnent dans cette maison. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? N'oublions pas que la maison est occupée d'un côté par le couple A, de l'autre par le couple B avec leur fils Dominique. Et il y a immédiatement, parce que ça se reproduit les jours suivants, l'enquête de gendarmerie commencera au mois de décembre. Et donc, quand les gendarmes sont intervenus, l'adjudant d'ailleurs m'a dit, au départ, c'était un problème d'ordre public, évidemment, réaction de professionnels. On fait du bruit, il est trop tard. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, quand les gendarmes sont intervenus, ça tapait depuis déjà un bon moment. Mais les premiers jours, évidemment, étant donné l'état des relations entre le couple A et la famille B, forcément, on s'accuse mutuellement. Du côté de la famille B, les parents de Dominique, on dit « Ah là là, c'est cette espèce de mégère mal apprivoisée de Madame A qui tape dans le mur. Mois de novembre, 9h du soir passé, la nuit est tombée. Elle tape dans le mur pour nous déranger. Et en plus, elle sait que notre fils Dominique dort dans la chambre là qui donne sur ce mur. Donc, elle veut l'empêcher de dormir alors qu'il faut qu'il aille au collège demain. » Bon. C'est vraiment une sans-gêne. Hein. Ben oui, voilà. Bon, ça, c'est la réaction de la famille B. Réaction de la famille A, C, B, ils ont un gamin mal élevé. Sitôt qu'on l'a mis au plumard, il tape dans le mur. Il y a le lit qui bouge, on ne dira pas pourquoi. Bon. Donc, on se surveille mutuellement. Quand on se croise dans la journée, on se jette des regards peu amènes. Et puis, après 4 ou 5 jours, le mur cesse de frapper. Bon, on se dit qu'on ne va plus y penser, que c'était bizarre, allez, on a autre chose à faire. Ouf, c'est fini. Un week-end, le lundi, boum, boum, boum. Alors là, Monsieur B, le papa de Dominique, il en a ras-le-bol. Il sort en courant de chez lui, il se précipite de l'autre côté de la maison, chez les voisins, et il dit à Monsieur A, est-ce que tu vas dire à ta femme de se tenir tranquille? Ah oui, parce que c'est forcément la femme. Ben oui, forcément. Et Monsieur A lui répond, mais ma femme, elle est en train d'écosser des petits pois. Ce qui était strictement la vérité. Et Monsieur A répond, au lieu de dire à ma femme de se tenir tranquille alors qu'elle est occupée aux petits pois, tu ferais mieux de voir ce que fait ton fils quand il vient de se coucher. Monsieur B retourne chez lui. La colère qui s'était portée sur la voisine se porte sur son fils. Il rentre dans la chambre de Dominique. Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais, petit schtroumpf ?» Pique une colère. Le gamin était à moitié endormi, mais moi, papa, je fais rien. Le père est vraiment en rogne. « Attends, lève-toi un peu. » Le papa tire le lit pour l'éloigner du mur. Ah oui. Recouche-toi, je te surveille. Le Dominique, qui était à peine réveillé, se retourne. Je suppose que pour se recouche. Je suppose que pour son complexe d'Oedipe, la scène, ça n'a pas dû être très bon. Je pensais, mon père, quel drôle de zigoto. Le père éteint la lumière dans la chambre, mais il reste planté sur la porte ouverte pour y voir un peu.
Le lit de Dominique, maintenant, est au milieu de la pièce. Et une rafale, boum, 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 boum. Et donc, ça commence à aller mal, parce qu'il semble bien avéré que si ça tape dans le mur, les deux seules personnes qui pourraient donner un coup de main à ces coups, ne sont plus en cause. Oui, puisque d'un côté, la femme écosse les petits pois. Oui. Puis Dominique est loin du mur. Elle est surveillée par son mari, d'ailleurs. Et Dominique est surveillée par son père. Alors, évidemment, vous vous en doutez, Frédéric, c'est à partir de là que la rumeur a commencé à se répandre dans le village, qu'on a parlé de l'esprit du mur, parce que, il fallait bien le reconnaître, ça tapait et il n'y avait pas d'explication. Et on va voir dans quelques instants à peine, toujours sur Sud Radio, dans les clés du mystère, l'ampleur que prend cette affaire en plein cœur de la Bourgogne au début des années 70. Yves, à tout de suite. Nous sommes en plein cœur de cette histoire racontée par Yves Lignon. Comme chaque dimanche, les clés du mystère, le paranormal à l'honneur. Les maisons hantées, c'est le sujet d'aujourd'hui avec cette affaire qui date du début des années 70. Nous sommes en Bourgogne, dans un village qui s'appelle La Machine. Une maison est séparée en 2 logements, famille A d'un côté, famille B de l'autre. Et le mur mitoyen des 2 logements se met à faire des bruits bizarres un soir, comme ça, début novembre, et pendant plusieurs soirs de suite, alors qu'aucun des membres des 2 familles ne tape dans le mur ou ne se trouve près de ce mur. Et forcément, dans le village, ça crée un événement. Tout le monde s'intéresse à ce mur qui parle. C'est comme ça qu'on l'appelle. On commence à l'appeler le mur qui parle, ou plutôt on va l'appeler le mur qui parle à partir du moment où on lui posera des questions. Parce que donc, la rumeur se répand forcément. Le père de Dominique et Monsieur A aussi, quand il tourne dans le village, il dit, vous savez ce qui s'est passé, ça, boum, 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 et il n'y a pas d'explication. Alors, il y a des gens qui commencent à dire c'est l'esprit, c'est le fantôme, il y a des visites, je peux voir. Le père de Dominique râle, vous n'allez pas venir voir à 9h du soir parce que c'est le moment où mon fils se couche, etc. Mais il semble que le mur ait été coopératif puisqu'il s'est mis à taper beaucoup plus tôt, vers 18h. Ah, très bien. Au moment où la nuit tombait. Et bien élevé. Oui. Alors, ce qui fait que les visites se sont poursuivies et même intensifiées. Quand Monsieur A, le papa de Dominique, quand je l'ai interrogé, il m'a dit oui, ça m'a coûté assez cher en apéritif parce que les gens dans le village, dis donc, on va venir prendre l'apéro chez toi et puis on va un peu écouter. On peut pas dire revoir, mais entendre ce mur. Et bien évidemment, il y a eu quelqu'un pour dire, mais ce mur, c'est un esprit, c'est peut-être comme une table tournante, si on essayait un coup pour oui, 2 coups pour A. Et, comme cela, les visiteurs, et surtout Dominique, ont commencé à poser des questions au mur. Ah oui, donc c'est l'adolescent, le gamin. Oui, l'adolescent, mais même les gens du village qui venaient. Et le mur, extrêmement aimable, a répondu. Alors, on dit un coup pour oui, 2 coups pour non. Alors, évidemment, ce que valaient les questions, ça, je n'en sais rien. Mais il y a quand même eu un truc extraordinaire. Asseyez-vous, Frédéric, je vous vois lever là, asseyez-vous. Je m'assois. Parmi tous les gens donc, qui venaient poser des questions au mur et qui avaient l'impression que le mur répondait, boum, boum, il y en a un qui a dit quand même un mur comme ça doit vous donner le tiercé. On pourrait essayer. Et donc, mur, s'il te plaît, peux-tu nous donner les 3 chevaux qui vont arriver en tête? À l'époque, le tiercé ne se courait que le dimanche prochain. Le mur était extrêmement coopératif. Il a donné 3 dossards. Ah oui. Inutile de dire que tout le village a été mis au courant et que le dimanche matin, au café PMU, il y avait une queue d'une longueur historique. C'est-à-dire qu'il y avait autant de coups que le chiffre du... Si par exemple le dossard du premier cheval c'était le 8, il a tapé 8 coups. On lui a posé la question, mur, qui arrivera premier? Donne-nous son dossard. Et donc le dimanche vers 11h, juste avant la messe, donc une queue qu'on n'avait jamais vue, ils ont tous joué, ils ont tous perdu. Aïe. Ouais, attendez. Ils ont perdu. Métier, hein, non, mais ce mur était un mur sérieux. Parce que
seuls les 2 premiers dossards étaient exacts. Ah, donc 2 sur 3. 2 sur 3, mais ils avaient joué les 3. Alors, et c'est vraiment très curieux, le 3e dossard était celui d'un cheval considéré comme un des favoris. Au point que les gens qui s'y connaissaient un peu disaient « Bon, d'accord, on va jouer, mais si ce cheval-là arrive en 3e, ça va pas être un gros tiercé. » Donc le 3e dossard était celui de l'un des favoris qui s'est blessé entre le paddock et la ligne de départ. Ah oui, ça on pouvait pas le prévoir. Non, et donc même le mur ne pouvait pas le prévoir. Ouais. Et donc, par conséquent, il aurait été vraiment désagréable d'accuser le mur de ne pas avoir donné le tiercé. Ouais. Mais enfin, ils ont tous perdu. Et puis, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Figurez-vous que dans les enregistrements de la gendarmerie, aujourd'hui, on ne peut pas rendre public. Donc, moi, j'en possède une copie, mais on ne peut pas la diffuser. On entend... Pourquoi d'ailleurs? Pour des questions de droit juridique. Bon, on peut pas la diffuser, mais enfin, je l'ai eu quelquefois fait entendre, à l'université, à des collègues, mais là. Un petit comité, ouais. Oui, à l'antenne. Bon, mais on s'aperçoit que Dominique sifflote et le mur l'accompagne en battant la mesure. Ah, c'est un rocker en plus. Ah non, oui, non. Dominique, il sifflote une chanson qui était à la mode en 1973. Une chanson Juvet, non. Non, alors, non, nous ne sommes pas au Palace, Frédéric. Nous sommes dans la Nièvre. Et donc, il fredonne bien sur la montagne la chanson de Marie Laforêt. Et alors, sur l'enregistrement, c'est extraordinaire. Le mur qui bat la mesure, enfin, qui fait le batteur, derrière le gamin. Parce que ce ne sont pas simplement des coups rythmés. On a vraiment je suis un petit peu musicien, enfin, j'ai un peu d'oreille. On a vraiment l'impression que c'est un batteur qui accompagne, qui marque le tempo d'un gamin en train de siffler une chanson. Et ça, vous l'avez écouté? Je l'ai écouté. Je vous signale quand même, là, je n'aime pas ce genre de « vous l'avez écouté, Yves ». C'est mon côté suspicieux qui Oui, votre côté suspicieux. Je vous signale que je ne suis pas le seul à l'avoir écouté. Le procureur de la République aussi l'a écouté. Très bien. Sans compter la hiérarchie de la gendarmerie. Alors, si vous voulez remettre en cause tous ces gens-là... Non. Je me fais l'avocat du diable, vous savez. Je vous en prie, Frédéric. Moi, j'ai aussi bon caractère que le mur, mais le procureur ou un général de gendarmerie, pas forcément. Bon, bref. Ouais. En tout cas, tous ces événements ont occupé une quinzaine de jours. Quand le mur a donné le tiercé, c'était pour le premier dimanche de décembre, mais il y avait un remue-ménage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adjudant G, chef de la brigade de gendarmerie de la Machine, a déclaré « Un problème d'ordre public se pose, il faut que je prenne les choses en main ». Et là a débuté l'enquête d'une remarquable qualité scientifique, l'enquête de la brigade de gendarmes. Que nous allons évoquer ensemble sur Sud Radio dans quelques instants, après une nouvelle pause. Yves, merci. Frédéric Jarreau, Yves Lignon, ce dimanche, fin de matinée, comme à chaque fois pour les clés du mystère, nous parlons des maisons hantées, d'une maison où il se passe des phénomènes assez étranges. Nous sommes au début des années 70, en Bourgogne, une maison séparée en 2 logements avec une famille A et une famille B. Le mur mitoyen se met à porter des coups sans qu'aucun des habitants, évidemment, n'en soit responsable. Une enquête est diligentée et on s'aperçoit que ce mur qui s'exprime est même capable, quasiment à 100%, de donner, en l'occurrence, l'arrivée du tiercé. Et donc une enquête de la gendarmerie est donc diligentée pour savoir d'où ça vient, cette histoire. Oui, pour savoir d'où ça vient, parce que vous venez de dire à l'instant, Frédéric, que personne ne tape dans le mur. Mais pour les gendarmes, ce n'est pas l'enquête de quelques civils, ce n'est pas les vérifications faites par les habitants de la maison qui vont suffire à convaincre. S'il y a un farceur, ce sont des professionnels qui doivent le démasquer. C'est pas des amateurs qui vont le faire. Et soit dit en passant, les gendarmes, ils n'aiment pas trop qu'on se moque d'eux. Donc c'est vraiment la mobilisation générale à la brigade de la Machine qui, en dehors de son chef,
compte seulement 5 gendarmes. On n'est pas dans une capitale. Donc, la mobilisation. Machine, c'est donc, rappelons que la machine, c'est le nom du village en question dans la Nièvre. Voilà. Donc seulement 5 gendarmes. Alors, il y en a un qui devra rester à la gendarmerie de permanence, des fois que par ailleurs un voleur de poules intervienne. Mais pour le reste, c'est la mobilisation générale. Donc, l'adjudant G arrive sur place à la tête de ses hommes, c'est-à-dire d'un quartet. Et là, il fait très très bien les choses. Il dit, écoutez, on va se débrouiller, le gosse fera comme il pourra pour dormir, mais on va mettre déjà un gendarme de chaque côté du mur. Le mur. Ah oui, carrément. Oui, alors pour surveiller, d'accord. Un du côté de la famille A, avec ordre d'avoir l'œil particulièrement sur Madame A, dont on sait qu'elle avait été mise en cause, et un dans la chambre de Dominique. Bon, 2 gendarmes. Les 2 autres sont à l'extérieur pour surveiller la maison. Vous allez voir qu'aux 2 autres, il leur est arrivé une mésaventure. Et les 2 autres sont dehors pour surveiller la maison. Et puis, dedans, ils vont passer la nuit. Sacrée nuit. Bon, ils vont passer la nuit. Ils ont entendu les coups vers 6h du soir. Après quoi, tout s'est calmé. Dominique dort. Le lendemain, les gendarmes ont peut-être les traits tirés. Parce qu'encore une fois, ils ne sont que 4. Et le lendemain, il va falloir faire la journée normale. Non-stop. Non-stop. Et puis, le soir, dit le brigadier, l'adjudant G, on recommence. Alors, je lui ai demandé, l'adjudant G, vraiment, a mené une enquête. Je ne cesserai de faire des compliments à son propos. Je me suis permis de lui demander, en privé, si j'ose dire, en dehors de mon travail d'expert scientifique, est-ce que les gendarmes faisaient un peu la sieste l'après-midi ? Parce que en douce. En douce. Parce que ça a duré 3 jours, quand même, cette surveillance de la maison. Et le second et le 3e jour, il a fait tirer le lit de Dominique hors de la pièce. Dominique a dormi dans la salle de séjour. Bon. Et les gendarmes étaient tout seuls. Mais il faut bien dire aussi que les gendarmes, ils n'ont rien entendu parce que les coups se faisaient à 6h du soir. Et donc, surveiller la nuit, ça ne donnait rien. Alors, mais en fait, dans la mesure où ils arrivaient très tôt dans l'après-midi, ils entendaient les coups, mais ils n'entendaient rien dans la nuit. Bien sûr. Je suis bien clair. Ouais. Donc, mais ils passaient la nuit, pour rien. Voilà. Mais il pouvait dire, on a entendu le mur parler. Alors la seconde nuit, il est arrivé une drôle de mésaventure aux 2 gendarmes qui surveillaient la maison de l'extérieur, à savoir qu'ils avaient eu l'idée, pour ne pas être repérés dans la nuit, de quitter leur képi, de poser le képi par terre sur le talus. Et il y a un képi qui a mystérieusement disparu. C'est dans le rapport, demande de remplacement d'un képi. Mais enfin... ils les avaient déposés dans un endroit particulier? Non, ils avaient posé sur l'herbe à côté d'eux. Il y en a un qui a mystérieusement disparu, mais là, personne n'a parlé de parapsychologie. On a plutôt pensé à un certain copain de Dominique qui s'est fait sérieusement tirer les oreilles. Farceur. Oui, en présence de ses parents. Mais il n'a jamais dit où il avait mis le képi. Mais enfin, c'était pas paranormal. Donc, après 2 jours, et les troupes étant peut-être au bord de l'épuisement, l'adjudant G décide de changer de méthode. Il va venir tout seul, sur le coup de 6h, quand le mur tape, et c'est lui qui va poser des questions. Et on va voir quel type de questions il pose. Ça sera sur Sud Radio après une nouvelle pause. Nous sommes en présence d'une maison avec un mur qui parle, une maison en plein cœur d'un joli village de la Nièvre. Nous sommes au début des années 70 avec un mur mitoyen qui sépare 2 logements et la police se mêle de cette histoire puisqu'il y a un mur qui tape des coups sur le coup de 18h régulièrement, plusieurs soirs de suite. La police qui mène son enquête et notamment l'adjudant G. Yves Lignon qui va mener là vraiment une enquête très précise, très minutieuse. Oui, donc après avoir pendant 3 jours fait surveiller les lieux par ses troupes, constater que de toute façon,
à 6 heures, heure de l'apéritif, le mur tape, que la nuit ne se passe rien, et que même si le mur tapait la nuit, de toute façon, on ne pourrait incriminer personne, puisque le mur est sous surveillance, bien, l'adjudant G arrive à 6 heures du soir avec son questionnaire. Et donc, c'est lui qui a posé des questions au mur. Par exemple, mur, quel est mon âge ? Le mur, je l'ai dit, se faisait preuve d'une disponibilité incroyable. Le mur a répondu en tapant un nombre de coups. 47, c'était l'âge de l'adjudant. C'est fou, ça. L'adjudant a demandé au mur combien il avait d'enfants. Le mur a répondu. Et incroyable. Il y a eu ce coup extraordinaire. L'adjudant demande au mur combien ai-je de gendarmes sous mes ordres à la brigade de la machine. Difficile de le savoir. Hein, si on est un habitant du village, on le sait. Ouais. Mais enfin, comment un mur pourrait-il le savoir ? Oui. Et le mur tape 7 coups. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, Frédéric, la brigade de la machine, c'était 5 gendarmes plus l'adjudant. Alors, l'adjudant est content. Le mur est pris sur le fait. Devant l'autorité, le mur se trouble et ne sait plus où il en est. 5, ça n'est pas 7. La question était précise. Combien ai-je de gendarmes sous mes ordres ? Donc, sans me compter. La réponse, c'était 5 fois un coup. Le mur a tapé 7 fois. L'adjudant rentre à la gendarmerie avec, je pense, une certaine satisfaction intérieure. Satisfaction intérieure qui ne durera pas très longtemps, parce que dans le lendemain matin, qu'est-ce qui voit arriver ? Un motard qui vient de la direction départementale de la gendarmerie à Nevers. Ce motard lui porte une lettre. Et il dit, voilà, cher adjudant, moi, votre général de la gendarmerie, j'ai l'honneur de vous informer qu'il va y avoir de grands départs, les vacances d'hiver approchent, donc il va y avoir de grands départs, il va y avoir de la circulation dans votre circonscription, et pour vous aider, vous allez être renforcé par 2 gendarmes mobiles. C'est fou, ça. Donc 5 et 2, ça 7. Fait 7. Le mur le savait. Le mur le savait, le mur était dans les petits papiers de la hiérarchie de la gendarmerie. C'est fou, ça. Bon. L'adjudant G n'a pas voulu s'en tenir là et il a décidé de revenir une nouvelle fois pour re-questionner le mur. Et on va voir de quelle façon ce questionnement a eu lieu après une nouvelle et dernière pause dans les clés du mystère sur Sud Radio avec Yves Lignon. Les maisons hantées, c'est le sujet que nous évoquons aujourd'hui avec Yves Lignon et cette histoire dont voici l'épilogue. Yves, c'est une enquête d'ailleurs que vous avez vous-même suivie, c'est un sujet que vous avez traité, c'est votre première histoire d'ailleurs de maison hantée. Nous sommes donc en Bourgogne, une maison avec un mur qui frappe, qui parle, qui répond aux questions qu'on lui pose, qui sait des choses que peu de gens sont susceptibles de savoir. Et comment ça se passe avec l'adjudant G qui lui-même a testé le mur ? Voilà, il a testé une première fois, il revient... par acquis de conscience, et il dit, voyons, soyons un peu aventureux. Il s'adresse au mur, il lui dit, mur, si tu es un esprit, tu vas me parler de toi. Le mur répond, un coup pour oui. Et l'adjudant G pose des questions professionnelles. Il demande au mur, as-tu quelque chose à te reprocher ? Le mur répond, oui. Un coup. L'adjudant G est encouragé. Esprit, as-tu fait de la prison ? Le mur retape un coup. Un coup pour oui. L'adjudant G va de plus en plus loin. Et c'est sa dernière question, parce qu'après, il estime qu'il n'aura plus qu'à se mettre à rédiger son rapport. Dernière question, mur, est-ce que tu as peur des gendarmes ? Et pour la 3e fois, le mur tape un coup. Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Ça, ce serait c'est un repris de justice, donc... oui, si c'est un esprit, mais faut-il croire aux esprits ? Toujours est-il que l'adjudant G estimait en savoir assez, et il a rédigé un rapport dont je possède le double,
parce que ça m'a été remis dans un cadre tout à fait officiel, mais je ne peux pas en faire état publiquement. Et c'est le 13 décembre 1973 qu'il a rédigé le rapport qui a été remis à sa hiérarchie et au procureur de la République. Donc, vous voyez, il n'y a rien de plus officiel que tout cela. Un rapport très circonstancié. Très sur circonstancié, les avec copie des enregistrements qu'il avait pu faire. Bon, n'oubliez pas que dans l'enquête de la gendarmerie, il y a eu 2 phases. D'abord, on a surveillé, on a enregistré, puis l'adjudant G est venu tout seul pour questionner le mur. Donc, tout ça est dans le rapport. Il y a l'enregistrement sonore, Dominique accompagné par le mur dans Viens sur la montagne. Il aimait beaucoup Marie Laforêt. Oui. Bon, donc il y a tout ce qu'on voudra. Et indiscutablement, c'est grâce à l'enquête de la gendarmerie qu'on peut dire de manière sûre et certaine que il s'est bien produit un phénomène authentiquement parapsychologique. Je ferai des compliments sur mon lit de mort. Je serai encore en train de dire, je félicite les gendarmes de la machine pour l'enquête menée en 1973. Alors donc là, on est en plein automne. Est-ce que les coups ont continué après ? Ça a continué et là, ça a un peu dégénéré parce que le temps que le rapport parte vers la hiérarchie, qu'on se dise quelles mesures on prend, il y a des gens appartenant à une secte qui ont débarqué. Et qui ont commencé à dire Dominique est inspiré, etc. C'est une espèce de messie. Et Dominique a fait une dépression nerveuse. Mais heureusement pour lui, parce qu'on l'a éloigné. On l'a mis dans un établissement, pas dans une prison pour enfants, mais dans un centre, dans un hôpital où on a fait une petite psychothérapie. Il est revenu, il se portait très bien. Mais le mur ne parlait plus. Dominique est parti 3 semaines de fin décembre à la mi-janvier. Il est parti pour les fêtes. Et quand il est revenu, le mur ne parlait plus et le mur n'a plus jamais parlé. Et vous y êtes allé vous-même? Alors, bien sûr. Donc moi, j'ai participé à tout ça. Et j'y suis revenu quelques années plus tard. Dominique avait 18 ans. Il n'avait pas trop envie qu'on parle de cette histoire, mais il avait tout à fait confiance en moi et il m'a dit des choses sur ses relations avec sa mère, sur la manière dont lui, presque gamin encore, pas vraiment adolescent, avait vécu les premiers jours quand on le soupçonnait. Puis ce qu'il avait éprouvé quand il s'était rendu compte qu'il pouvait dialoguer avec le mur. Vous imaginez, à 13 ans, qu'est-ce qu'on doit ressentir? Donc il m'a fait confiance en parlant de tout ça. Puis après, il m'a dit, écoute Yves, je connais un coin pour la pêche. Et nous y sommes allés tous les 2. Ah, très bien. Une jolie fin à cette histoire. Et depuis, donc ça fait plus de 30 ans, fin des années 70, depuis, aucun phénomène similaire ne s'est produit sur place. Non, c'est fini. Le calme est revenu. Le mur ayant dit ce qu'il avait à dire est reparti, qui sait où. Yves Lignon, merci beaucoup pour cette belle histoire, cette première enquête, votre première enquête de maison hantée, qu'on a pris plaisir à écouter, que vous nous avez raconté aujourd'hui. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez évidemment intervenir, témoigner, envoyer vos messages sur sudradio.fr et réécouter toutes les émissions de ces clés du mystère. Le rendez-vous de fin de matinée du dimanche sur Sud Radio. Yves, bonne semaine. La semaine prochaine, on s'intéressera à la radiesthésie, je crois. Radiesthésie, avec aussi des histoires pittoresques. À dimanche.